lire ce que vous avez dans votre dossier. Là, il y a une petite page qui s'appelle la charte des étudiants, qui a été concoctée en fait par demande de la troupe du Rire, donc le collectif étudiant, surtout d'étudiants, qui a fait le petit livret de la troupe du Rire. Et dernièrement, là, donc, à la journée à Paris 7, où étaient également Émilie et Franck de la NEF, ils ont proposé des petites mesures qui pourraient être faites. Donc je vous lis le document. Donc charte des étudiants. Nous assumons comme principes généraux de notre éthique dans nos relations avec l'industrie pharmaceutique. Premier tiré, se former activement aux enjeux de l'influence de l'industrie pharmaceutique et sensibiliser nos pairs. Deuxième tiré, être transparent dans nos communications quant à nos liens d'intérêt et demander cette même transparence à nos pairs et à nos enseignants. Troisième tiré, se former à prescrire à bon escient avec une sensibilité aux enjeux de santé publique. Deuxième paragraphe, pour respecter ces principes, nous nous engageons dans différentes actions. Utiliser les DCI dans nos cours et en stage, afficher la charte éthique dans tous les lieux de stage, mettre en fond d'écran des salles de cours à destination des enseignants l'obligation de déclarer ses liens d'intérêt et le droit des étudiants de réclamer cette déclaration, demander aux doyens une intervention en début d'année à destination des étudiants pour rappeler aux étudiants leurs droits en matière d'éthique à la faculté comme sur le lieu de stage. Et enfin, créer un lieu d'expression et d'entraide numérique autour des situations d'influence rencontrées en stage et à la faculté pour problématiser et offrir des solutions. Ça va avec créer une plateforme de signalement qui permet de faire remonter aux instances régulatrices des informations pour faciliter leur intervention. Donc voilà, moi je trouvais que c'était déjà qu'il y avait des idées intéressantes, notamment cette plateforme parce que là, c'est revenu plusieurs fois ce terme de délation, j'ai l'impression qu'il y a un malaise dans le sens de comment arriver à exprimer en fait certaines situations compliquées avec des supérieurs ou en situation de stage. Et j'ai l'impression que ça pourrait être un outil, par exemple, qui pourrait faciliter ce genre d'expression. Voilà. En tout cas, s'il y avait quelques idées là, ça me semblait intéressant de les partager. Voilà, bon, on va passer maintenant aux initiatives enseignantes. Merci. Donc je vais appeler... Je vais appeler le professeur Somme, le professeur Vincent Renard, le collège des humanités médicales, qui est venu en force, et le professeur Dreyfus. Donc en fait, je vais commencer par cette session par vous lire la contribution du collège enseignant de psychiatrie, qui aurait aimé participer. Enfin, ils n'ont pas pu être là de manière présente, mais donc ils m'ont écrit quelque chose et je vais vous le lire maintenant. Donc, chers collègues, le Collège national des universités en psychiatrie, je vous préviens, c'est une page et un tout petit bout, c'est pas trop long. Juste parce que je vais lire. Le Collège national des universités en psychiatrie a pris connaissance du projet de charte éthique et déontologique des facultés de médecine et d'odontologie, destiné à promouvoir l'intégrité scientifique et professionnelle et la transparence en termes de liens d'intérêt. Il salue d'emblée la qualité de ce texte et ses conséquences bénéfiques potentielles sur la publication et sur la prescription médicamenteuse. Cette charte aura des conséquences dans le domaine de la recherche et de l'enseignement. Elle impliquera très largement les étudiants, les enseignants et les facultés. Les ambitions de ce texte concernant l'intégrité scientifique et la déontologie sont multiples. Elles comprennent la systématisation de pratiques rigoureuses pour les enseignants-chercheurs, avec en particulier un dépôt des protocoles de recherche sur un site permettant une accessibilité des données sources et une transparence des méthodes et des résultats, un traitement des données scientifiques effectué par des équipes indépendantes, une généralisation de la recherche du plagiat, une déclaration exhaustive des liens d'intérêt, une prise de conscience des conséquences des liens avec l'industrie pharmaceutique et une application stricte des règles de déontologie. Le référent de l'intégrité scientifique et la commission de déontologie de la faculté seront en charge de veiller à l'application de ces pratiques. Il est nécessaire que l'enseignement de l'intégrité scientifique et de la déontologie bénéficie aux étudiants de 3e cycle des études médicales, quelle que soit leur spécialité, et en tenant compte des spécialités de chacune d'entre elles. En ce qui concerne la psychiatrie, chacun des coordonnateurs locaux et régionaux
pourra s'en emparer et intégrer dans le programme du DES une demi-journée d'enseignement, entre parenthèses, durée paraissant réaliste, tenant compte du contenu des programmes actuels. Fin de la parenthèse. Ainsi qu'un séminaire, voir le paragraphe suivant, consacré à ces thématiques. Un PowerPoint sonorisé reprenant les principales notions et leurs conséquences pratiques pourra de plus être intégré dans la plateforme web nationale du DES de psychiatrie. Les principes du programme FACRIP, formation à l'analyse critique de la promotion pharmaceutique, initié par le département de la médecine générale de l'Université de Bordeaux et ayant montré ses bénéfices prometteurs pour les étudiants, pourrait être adaptés à la psychiatrie. Une telle formation est très pertinente dans cette spécialité, étant donné la complexité de la prescription des psychotropes, sa durée potentielle, les effets indésirables et les risques d'addiction à certains des médicaments concernés. Une pédagogie active étant indispensable, cet enseignement constituerait la base d'un séminaire de 5 séances de 2 heures. Il serait très intéressant que les animateurs de ces séminaires puissent bénéficier d'une formation à distance par l'équipe du département de médecine générale de l'Université de Bordeaux, qui a l'expérience de telles formations. Restant à votre disposition au sujet de la mise en œuvre de ce document et de ses implications, nous vous prions d'agréer, chers collègues, l'assurance de nos meilleurs sentiments. Professeur Nicolas Franck, chargé des questions éthiques. Professeur Marie-Rose Moreau, présidente du CNUP. Voilà. Donc on a la position du collège enseignant de psychiatrie, et je trouve ça vraiment concret, en tout cas sur certains éléments, et puis avec la volonté de travailler notamment avec la FACRIP, donc je trouvais ça vraiment de bonne augure. Je vais donner la parole au collège des humanités médicales pour commencer. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Yves Kessel, donc je suis maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Et à mes côtés, Solène Lélinger, doctorante à l'Université de Strasbourg également. Donc on est un peu localiste aujourd'hui. Et on va vous proposer aussi un regard sur l'Université de Strasbourg en tant qu'un des lieux dans lesquels sont exercées désormais des formations en sciences humaines et sociales qui sont en lien avec une formation à l'indépendance. Je vais juste dire quelques mots tout au début sur les enseignements en sciences humaines et sociales dans les études de santé, parce que, notamment par rapport à la question de la charte et de nos engagements, notre position est un peu différente des disciplines médicales, car comme vous l'avez vu, nous avons été mentionnés comme l'une des disciplines, ou encore mieux l'un des champs, à contribuer justement à une formation à l'esprit critique. Et en effet, le rôle des sciences humaines et sociales, il peut à la fois se résumer à cette idée simple justement de contribuer à l'élaboration d'un esprit critique dans une formation, ça a été critiqué à plusieurs reprises, et je pense à juste titre, qui a tendance à s'orienter beaucoup vers des méthodes pédagogiques visant à optimiser l'acquisition de connaissances non interrogées, non discutées. Et l'esprit critique, donc, en quelque sorte, se trouve bizarrement recalé, réduit à des enseignements qui ne devraient qu'être une partie de la formation à l'esprit critique. Les sciences humaines et sociales, bien évidemment, ont une particularité qui est à la fois leur force et leur point faible, qui est le fait que nous sommes une multitude de disciplines, et c'est pour ça qu'il nous est difficile aujourd'hui, on va peut-être vous décevoir sur ce point-là, d'adopter des points communs, notamment en tant que représentant de ce collège qui est en train de se construire seulement. Nous rassemblons, si on va au-delà de la médecine justement classique, on arrive aux sciences sociales, nous rassemblons déjà les quatre sciences que vous voyez là, donc histoire, sociologie, anthropologie et philosophie. Nous ne sommes pas encore mentionnés la sociologie, l'ethnologie, d'autres disciplines comme des formes d'éthique plus disciplinarisées.
Nous abordons traditionnellement donc, des thématiques très très différentes et nous intervenons généralement dans la totalité du cursus de médecine. Et avant de vous montrer justement quelques engagements que nous avons pris en amont de la charte déjà pour renforcer l'enseignement à l'esprit, ce que nous entendons comme esprit critique, je vais juste laisser la parole d'abord à Solène Lélinger qui va nous dire quelques mots sur le nouveau collège qui a été fondé récemment. Donc oui, je vais vous présenter rapidement le Collège des Humanités Médicales qui s'appelait avant le COCHEM, Collège des enseignants de sciences humaines et sociales en médecine, qui a été fondé en 2008, mais qui récemment a été un peu réorganisé et qui a 3 rôles principaux. Donc le premier qui va être de représenter les enseignants de sciences humaines et sociales auprès des pouvoirs publics notamment. Un deuxième axe va être la promotion et le développement de l'enseignement et de la recherche en SHS, en faculté de médecine. Et donc là, comprendre enseignement et recherche au sens large, comme l'évoquait Niels, avec cette diversité d'approches et de thématiques à aborder. Et également d'organiser des échanges nationaux et internationaux qui vont permettre la promotion et le développement de l'enseignement des sciences humaines et sociales en médecine. Donc pour ce qui est, si on regarde d'un peu plus près le point qui nous intéresse aujourd'hui, qui est lié à l'enseignement des SHS, en fait la question effectivement d'éveiller un esprit critique vis-à-vis du rapport aux médicaments et à l'industrie pharmaceutique va être un champ d'action des enseignements dispensés par les enseignants de sciences humaines et sociales. Ce qui est aussi important de préciser, que je n'ai pas précisé juste avant, c'est que en termes de territoire, il y a une certaine inégalité aussi entre les différentes facultés de médecine française concernant le nombre d'enseignants et aussi la capacité des pôles d'enseignement de sciences humaines et sociales en médecine. Donc ce qui amène à quelques petites disparités territoriales, et on évoquera tout à l'heure quelques facultés qui sont les plus engagées sur les questions d'esprit critique, mais c'est aussi une question d'effectif. Et donc le collège en tant que tel va être une sorte de réseau qui va permettre de mutualiser des expériences pédagogiques, notamment lors des congrès, donc comme en 2015 et en 2017, où il y avait une partie des sessions consacrées à l'enseignement, et en particulier à l'enseignement relatif à l'esprit critique, à l'indépendance. Il y avait une table ronde notamment autour du thème médicaments et société au dernier congrès. On a essayé de rassembler différents acteurs et donc c'est en discussion, il y a des discussions qui sont présentes au sein du collège sur ces questions-là. C'est principalement par un échange d'expériences, sachant qu'il y a à côté de ça une multiplicité de terrains d'action autour, par exemple, des patients formateurs, des enjeux des sciences humaines et sociales en PACES, autour de l'encadrement des étudiants, etc. Le développement d'outils pédagogiques autour de l'usage de vidéos dans les enseignements, de jeux de rôle, et ça, pas seulement sur la thématique pas seulement sur la thématique du médicament et de l'esprit critique. Si on regarde un peu plus les enseignements qui vont justement viser à essayer d'aiguiser un peu la réflexion critique des étudiants,
Là, on a pris quelques exemples de facultés qui ont des enseignements déjà depuis plusieurs années. Donc déjà, à Lyon-Ouest, ils sont très actifs. Il y a des enseignements qui existent déjà depuis plusieurs années. Il y a des enseignements qui sont en cours de développement. Parce que c'est aussi concernant autour de l'adoption de la charte, comme ça se fait à un niveau local, il y a aussi une disparité. Je sais que donc, Nicolas Lechopier m'a dit que au niveau local, la charte a été adoptée. Il y a un groupe de discussion qui a été mis en place, voilà. Mais que pour l'instant, il y a des enseignements qui seront en développement. Il y a également des choses qui sont faites à Montpellier. Donc ces choses sont faites soit parfois des enseignements de sciences humaines et sociales, des enseignements en collaboration avec notamment les DMG, voilà, ou alors dans le cadre de master, un cursus supplémentaire que les étudiants peuvent suivre. Je vais passer la parole à Nils pour rapidement faire un point sur ce que Oui, juste pour finir, donc à Strasbourg, nous avons une certaine tradition maintenant des enseignements en sciences humaines et sociales, et ça montre à la fois la diversité, non pas justement pour montrer comment nous sommes des avant-gardistes ou des précurseurs, mais simplement pour montrer la diversité des approches possibles pour passer à une action concrète de la formation à l'indépendance, sans pour autant nécessairement le réduire à une approche qui se veut uniquement formatée indépendante, c'est-à-dire vous devez passer du stade dépendant vers un stade indépendant. Ce n'est pas cette démarche-là que nous poursuivons. Notre objectif, c'est pour ça qu'on utilise beaucoup plus souvent l'idée de l'esprit critique, c'est d'accompagner les étudiants dans leur cursus, du début à la fin, dans cette construction de l'esprit critique qui commence avec une formation en anthropologie du médicament, en histoire de la santé publique, donc une mise en contexte de ces pratiques de travail dès le début de la PACES, puis on passe avec des unités optionnelles comme cinéma, littérature, médecine ou innovation thérapeutique en perspective historique. Donc des unités qui s'adressent soit à des médecins, soit dans le deuxième cas à des pharmaciens. On passe à des UE qui visent à travers justement une mise en contexte de la pratique, que ce soit une mise en contexte historique ou une mise en contexte sociologique, de cette pratique à stimuler la réflexion chez ces étudiants-là pour qu'eux-mêmes arrivent, et ça nous semble tout à fait logique, à la conclusion eux-mêmes qu'il y a là une contradiction massive entre les valeurs qu'ils portent et les liens qui se manifestent dans leur pratique, dans la pratique de travail, qu'elle soit observée historiquement ou sociologiquement. Et on fait intervenir dans deux autres UE, éthique et médicaments, où on rejoue, en quelque sorte, remet en scène les assises du médicament grâce à Solène qu'il avait organisé avec l'intervention de Philippe Chiligé de Prescrire. On fait intervenir donc un univers sociopolitique qui ne s'impose pas forcément comme des prêcheurs de bonne parole, mais plutôt comme des gens qui participent à un débat qui est stimulé par cette confrontation avec les contradictions internes de cette dépendance. Et il y a au troisième cycle également des interventions prescrites dans le cadre de comprendre la promotion pharmaceutique et y répondre. Et un dernier exemple pour ça, il me semble, et notamment aujourd'hui avec ces discussions, il me semble aussi important de ne pas considérer que les SH sont simplement ceux qui apportent quelque chose à la médecine, mais que c'est également aux médecins de apporter quelque chose aux sciences sociales. C'est ce que nous sommes en train de monter actuellement avec un master qui est un master collaboratif entre l'IEP, l'Institut d'études politiques Strasbourg, et la faculté de médecine, qui vise justement à penser ensemble les problèmes sanitaires et non pas uniquement dans les formations médicales. Donc je pense que ça c'est un élément très important. Par rapport à la signature de la charte, pour l'instant, Solène l'a mentionné, il y a un débat qui vient de commencer. Nous avons maintenant depuis quelques jours une liste de diffusion.
Donc c'est vraiment une unité en construction. L'adoption se fait clairement au niveau local. Il y a plein de raisons pour l'instant pour cela. Une étant que nous sommes en train justement de recenser l'ensemble de ces activités en France des SH pour pouvoir construire ensuite un consensus qui Bonjour à toutes et à tous. Je remercie Paul de m'avoir invité. Donc, je me présente, je suis Vincent Renard. Je suis médecin généraliste. Je dirige le département de médecine générale de la faculté Paris-Créteil et je suis le président du Collège national des généralistes enseignants, c'est-à-dire qui regroupe les universitaires de médecine générale. Je commence donc en disant que mes seuls... C'est bon? Je ne recommence pas tout. Je commence donc en disant que mes seuls liens d'intérêt, c'est d'être le président du CFGE et d'être professeur des universités. Alors, on m'a demandé quelques éléments. Donc, je voudrais, plutôt que de me centrer sur la charte, sur laquelle je conclurai, dire quelques mots sur l'enseignement de l'indépendance. Et je ne reviendrai pas sur les expériences qui sont menées de ci et de là, dont vous avez lu, je pense, ce matin quelques éléments, notamment parce que, concernant la médecine générale, il y a un certain nombre d'initiatives dans les facultés et dans les DMG. Parce que cette notion de formation sur l'indépendance questionne déjà différemment en fonction de si on se place dans le deuxième ou dans le troisième cycle des problématiques, et les contextes sont quand même relativement différents. Ça questionne, que ce soit dans le deuxième ou dans le troisième cycle, déjà sur la conception de l'enseignement versus l'apprentissage. Et voilà, on voit bien dans un certain nombre de propositions qu'on raisonne toujours en termes de nombre d'heures, de savoir comment c'est inséré dans le programme, quelle quantité il y a dans les programmes, et quand il y a des enquêtes, c'est voilà, combien d'heures vous consacrez dans les programmes. Ce qui est une vision relativement réductrice et sur laquelle on a déjà du mal en deuxième cycle, mais ça devient quasiment un raisonnement impossible en troisième cycle. Ce qui caractérise quand même les études de médecine, je parlerai volontairement que du deuxième et du troisième cycle, c'est quand même la spécificité d'une formation en alternance, et vous avez quand même déjà parlé et identifié que justement les questions qui se posent au niveau de l'UFR ne sont pas forcément les mêmes irréductibles à celles qui se passent sur les nouveaux stages, et que donc il faut, si on raisonne en termes d'indépendance, raisonner aussi en termes de dualité de cette formation en alternance. Ce qui est classiquement dit en termes de pédagogie, c'est que l'évaluation guide le curriculum et que tout va être conditionné par la manière dont on évalue les choses et dans la manière, parce que c'est en fonction de ça que les étudiants vont se conformer et vont adhérer ou ne pas adhérer à ce qui leur est proposé. Or, actuellement, l'ensemble du deuxième cycle est totalement formaté par les ECN. Rien de ce qui existe dans les ECN n'échappe aux étudiants, et tout ce qui n'est pas dans les ECN est silencieux, voire il est illusoire de construire quelque chose qui ne soit pas évalué par les ECN si on veut que ça soit réfléchi et intégré dans le deuxième cycle. Ce n'est pas un système vertueux, il n'est suffisamment pas vertueux pour que ce soit remis en question, et j'y reviendrai, mais en ce moment, dans le deuxième cycle, il s'agit d'un enseignement et pas d'un apprentissage qui est caractérisé par une accumulation des connaissances, et que tout ce qu'on va mettre en place, toutes les expériences qui vont être mises en place, ne vont dépendre que de la légitimité
universitaires que vont prendre ces expériences. Si elles ne sont pas évaluées et si elles ne se comptent pas institutionnellement pour l'évaluation finale, elles vont être vides de sens, elles vont intéresser que ceux qui sont déjà convaincus et ceux qui ne sont pas convaincus en tout état de cause, soit ils ne viennent pas. C'est ce qui se passe, je me le rappelle, dans les cours facultaires au deuxième cycle où les étudiants ne viennent plus. Ils vont, sauf si la réforme les rend obligatoire, sinon ils vont aux conférences pour préparer les ECN, il y a un internat aujourd'hui les ECN. Et donc si on n'institue pas, juste en termes de connaissances, mais pas de pratique, quelque chose de très fort dans l'évaluation finale concernant l'indépendance, les expériences ne serviront pas à grand-chose. Sur le troisième cycle, on devrait en tout cas être plus sur un versant apprentissage qu'enseignement, puisque ce qui caractérise le troisième cycle, c'est d'être théoriquement une école professionnalisante, on apprend un métier, on n'accumule pas simplement un certain nombre de connaissances. Donc c'est pour ça que la réforme qui a commencé cette année, qui est rentrée en œuvre là, met beaucoup l'accent, au moins au plan des textes, sur l'approche par compétence, versus auparavant une approche qui était plus par objectif sur l'enseignement, qui est défendue et promue de longue date dans le troisième cycle de médecine générale, de manière hétérogène, parce que on ne peut pas refaire l'histoire et la médecine générale s'est construite de manière relativement hétérogène, notamment dans les différentes facultés françaises, ce qui peut d'ailleurs expliquer qu'un certain nombre d'initiatives soient locales. Et que l'enjeu, ça va être, et c'est pour ça que cette notion d'heure d'enseignement est à ce moment-là dans le troisième cycle un peu vide de sens, parce que l'enjeu, c'est que l'interne construise ses compétences par rapport aux problématiques qu'il rencontre, et en allant chercher lui-même un certain nombre de ressources, et parce qu'on sait que c'est ça qui va impacter sur les pratiques. Donc c'est pas en faisant des enseignements, ou en tout cas en accumulant un certain nombre d'heures, qu'on va forcément changer la donne. C'est en revanche en orientant, et j'y reviendrai, l'apprentissage de l'étudiant sur ces questions-là qu'on va pouvoir faire bouger les choses. Alors, pour l'avenir en deuxième cycle, vous savez que justement on est un peu la logique actuelle des modalités d'enseignement, des ECN, dont tout le monde considère que c'était le meilleur système à l'exception de tous les autres, et que on est arrivé au bout d'une logique qui fait qu'il y a une grande réforme qui est actuellement, je dirais, en cours de plus que de réflexion, en cours de formalisation, et qui va probablement, si elle met fin à la dictature des 300 et quelques questions des ECN, ouvrir des perspectives vers justement plus d'expérience, vers une logique professionnalisante plus précoce, et dans lequel, à ce moment-là, on pourra probablement insérer de manière longitudinale, de manière beaucoup plus prégnante, un certain nombre de notions qui paraissent importantes, dont celle d'indépendance. Néanmoins, le principal obstacle, c'est quand même cette formation en alternance, et si l'UFR fait quelque chose, mais l'hôpital fait le contraire, ou en tout cas que les deux ne sont pas synergiques, on est rapidement en butée par rapport à des incohérences ou à des difficultés d'application, parce qu'on peut travailler sur un certain nombre de choses, mais si dans la pratique de tous les jours on fait l'inverse, c'est quand même un peu schizophrénique. Pour le troisième cycle, la réforme qui s'applique maintenant est quand même tout à fait nouvelle, extrêmement près. Donc on ne peut pas encore, puisque ça vient de commencer, en apprécier son retentissement, et même sa mise en œuvre, et va être relativement progressive et relativement lente, et aussi contextualisée par rapport aux moyens dont dispose la discipline. Mais le champ, pour la médecine générale, je ne parle que pour elle, est extrêmement large, et pour déjà couvrir le champ disciplinaire avec un ES plus court que les autres, c'est déjà extrêmement difficile. Donc le but, c'est là aussi d'insérer une réflexion pour orienter le travail des étudiants pour développer leurs compétences, mais de ne pas rajouter des strates qui s'empilent les unes aux autres sans cohérence globale, et notamment en rajoutant, pour faire genre,
un affichage d'un certain nombre d'heures qui, au bout du compte, n'auront un effet que probablement modeste. Ça s'insère dans ce qu'on essaie de développer de la compétence professionnalisme. Et dans la compétence professionnalisme, on disait que c'était une école professionnalisante. Eh bien, il y a toute cette notion de déontologie, d'éthique, d'améliorer ses compétences pour une pratique qui permet de réfléchir à ce qu'on est en train de faire dans un contexte où justement la prise en compte de cette démarche éthique est importante. Et l'indépendance des décisions par rapport à tous les secteurs fait partie évidemment de cette dimension. Et puis, au-delà des contenus, l'apprentissage dépend de deux grandes notions, de grands procédés pédagogiques, qui sont la supervision d'une part et le modèle de rôle d'autre part. Et la supervision, on pourra mettre autant d'heures qu'on veut. Si on ne forme pas les formateurs pour permettre de pointer les difficultés, les problèmes, notamment pour ce qui nous concerne en termes d'indépendance, eh bien, on aura probablement échoué. Et de la même manière, en termes de rôle de modèle, vous savez que voilà, on dit que ça véhicule un curriculum caché extrêmement important. Si les formateurs, et ça a été déjà dit, ne sont pas exemplaires, eh bien, il y a un moment, ça ne pourra pas marcher. Et de ce point de vue-là, la charge ne peut pas être qu'aux étudiants, qu'aux enseignants, et moi je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a aussi une responsabilité des tutelles et de la réglementation. Parce qu'aujourd'hui, aussi bien dans les hôpitaux qu'en ville, si les formateurs reçoivent les visiteurs médicaux devant les étudiants, actuellement on a fait un travail avec l'ISNA pour faire évoluer les aspects réglementaires de la maquette et faire en sorte que, on va dire, donner la recommandation expresse que en ambulatoire, les étudiants ne soient pas exposés à la visite médicale si jamais elle existe encore dans les lieux de formation, eh bien, il y aurait quand même un moyen assez simple. On ne voit pas pourquoi en 2018, la visite médicale existe encore en ambulatoire et à l'hôpital. Franchement, on ne voit pas, en tout cas en termes de logique de formation, ça n'en a évidemment aucun. Mais ça questionne, au-delà du modèle de la formation, ça questionne la manière dont fonctionne, dont est financé le système. Je ne suis pas un spécialiste de l'hôpital, mais voilà, il y a quand même, on le voit bien, puisque dans la maquette du DES, il y a quand même encore majoritairement des stages hospitaliers, et on voit bien aujourd'hui, il n'y a aucun congrès de spécialité qui ne pourrait exister, il n'y a aucune organisation de service qui ne pourrait exister si ce n'était pas financé par l'industrie. Donc si on ne pose pas ces questions-là et si on ne réforme pas ça, il ne faudra pas escompter que, comme ça, il y aura un mouvement qui vient de la base, qui arrivera à s'opposer à cette logique de fond qui est à la fois extrêmement prégnante et financièrement extrêmement lourde. Je finirai donc sur la charte éthique, parce que la charte éthique est un texte à la fois extrêmement intéressant, extrêmement nouveau, mais qui fait un peu, on va dire, je dirais, et ça restera entre nous, qui fait un peu tâche dans le paysage, parce qu'elle n'est pas cohérente avec ce qui se passe en réalité sur le terrain. Elle est très bien écrite, très fouillée, et ça a été dit tout à l'heure, on ne s'attendait pas forcément à ce qu'elle le soit aussi, mais actuellement, il faut acter l'idée que c'est une déclaration d'intention plus qu'une réalité. Même plus une déclaration d'intention, je dirais, même plus qu'un objectif à l'heure actuelle, compte tenu du décalage qu'il peut y avoir entre tout ce qui est écrit dans cette charte et la réalité du terrain. Et je disais un mot des éléments financiers qui, effectivement, en ce moment, conditionnent le fonctionnement, notamment des services hospitaliers. Donc c'est un texte nouveau qui pose des principes qui doit servir, et ça a été dit, de référence, mais qui en est au stade de la déclaration d'intention. Et elle pose un certain nombre elle décline un certain nombre de chapitres, et je ne reviendrai pas sur tous, parce qu'elle est assez complète et elle est de ce point de vue-là très intéressante. Mais juste, je vais illustrer mon propos par 2 ou 3 points. Si on prend l'activité avantage des cadeaux, c'est drôle. Il y a quand même un décalage énorme entre ce qui est déclaré et ce qui est en termes d'engagement. Et moi, je me défie n'importe quel UFR de signer cette charte et de la respecter le lendemain. C'est
C'est juste impossible. C'est impossible parce que, moi je parle pour la médecine générale, je ne suis pas en situation d'interdire à tous les maîtres de stage de recevoir les visiteurs médicaux. Je ne suis pas en situation. En revanche, je peux, et c'est ce qu'on fait, recommander de ne pas recevoir les visiteurs médicaux. Je peux travailler avec l'ISNAR pour essayer de faire modifier la maquette du DES pour inscrire dans la maquette, ce qui n'est pas encore gagné dans sa réglementation, que les étudiants ne doivent pas être en contact avec les visiteurs médicaux. Et puis je peux agir au plan politique pour essayer de faire interdire la visite médicale, parce que ça sera quand même la solution de loin la plus simple. Mais sur les avantages et les cadeaux, je veux dire, les internes nous racontent tous les jours ce qui se passe à l'hôpital. Donc c'est dans un paysage, pour revenir là-dessus, où il n'y a pas un pot, enfin, où c'est l'exception quand il y a un buffet, une organisation, comment dire, et a fortiori la participation au congrès, qui soit payé par l'industrie, il y a quand même beaucoup de chemin. Et ça met en cause aussi la manière dont sont construits, par exemple, les congrès de spécialité. Tant que les congrès seront à des prix prohibitifs, parce que les sociétés scientifiques qui les organisent savent qu'elles peuvent mettre des prix prohibitifs, parce que ça sera de toute façon payé par les laboratoires, et qu'il n'y a pas un seul participant qui paye de sa poche la participation au congrès, bah, les situations sera quand même difficiles à faire changer. Donc je suis confronté à ça, puisque nous faisons en tout cas l'honneur que pour les congrès de la médecine générale, ça ne se passe pas exactement pareil, même si tout n'est pas pareil. Et je suis prêt à en discuter. Enfin, je conclurai, juste un autre point sur les bonnes pratiques sur les recrutements et promotions des personnels, les bonnes pratiques pédagogiques. Ben oui, il y a eu un gros effort en médecine générale de faire en sorte que tous les médicaments ne soient cités que sous leur forme DCI. Il y a un gros effort dans la discipline pour la prescription en DCI. Tout ça, ça va dans le bon sens, mais ça doit être accompagné, parce qu'on a l'impression parfois d'être un peu seul, non seulement dans la formation, mais aussi dans le paysage et dans le système de santé. C'est un peu difficile que de dire à tous les internes d'apprendre et de recommander à tous les maîtres de stage de prescrire en DCI, quand vous voyez les autres acteurs prescrire systématiquement en ont marre. Et sur la recrutement et promotion des personnels, je me tarde que le CNU de médecine générale demande systématiquement, et voilà, c'est à ces candidats de déclarer leur lien d'intérêt et va vérifier sur le site gouvernemental quels sont leurs liens d'intérêt. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre CNI qui fait ça. Donc je conclurai sur le fait que pour la médecine générale, dans les UFR, toute la construction s'est faite beaucoup sur la pédagogie et non pas au départ pour des raisons historiques et contextuelles, et non pas sur la recherche et la publication. Que l'approche en médecine générale dans l'enseignement est très liée à des notions comme l'approche non médicamenteuse, le rapport bénéfice-risque, la lutte contre la surmédicalisation. Il y a d'autres initiatives comme ça dans d'autres DMG et d'autres UFR, et qu'on a la chance, quelque part, parce qu'on ne l'a pas forcément choisi, mais historiquement s'être construit sans la manne de l'industrie et sans le fonctionnement de l'industrie omniprésent. Il y a encore du chemin à faire. Les réformes qu'il y a actuellement vont dans le bon sens. Donc il y a un terreau favorable et on voit bien qu'il y a des initiatives qui se multiplient, et vous en avez parlé ce matin. Je remercie ici tout le monde de sa vigilance et de ses rappels à l'ordre qu'ils nous font parfois, qui peuvent nous aiguillonner, mais voilà, on compte aussi sur la bienveillance, parce que pour la médecine générale, c'est pas très facile, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de lieux de stage qui sont très éclatés, parce que c'est pas comme un service, l'échelon est souvent individuel ou peu nombreux, donc quand il y a 9000 mètres de stage aujourd'hui, c'est compliqué pour la cohérence et pour la cohésion. On y travaille beaucoup, et on compte sur tout le monde pour nous aider à progresser dans ce domaine. Merci à vous.
c'est que en fait, les diapositives seront mises sur le site du Formandep, sauf voilà. Donc, parce que je vois qu'il y en a qui prennent des notes par rapport aux slides, mais voilà, ça sera mis aux diapositives, c'est vrai, tout à fait. Donc, voilà, ça sera mis à disposition juste pour que. Bonjour. Alors moi j'en ai pas de diapositive. Émile Somme, je suis professeur de gériatrie à l'UFR Médecine de l'Université de Rennes 1, chef de service du CHU de Rennes. C'est pas donc à ce titre que je m'exprime aujourd'hui, puisque j'ai été invité pour parler au nom du Collège national des enseignants de gériatrie. Au sein de ce collège, je suis référent numérique. Je ne suis pas élu du collège, mais j'ai été donc mandaté par le bureau pour parler ici. En tant que collège, la personne morale du Collège national des enseignants de gériatrie ne déclare pas spécialement de conflit d'intérêts direct, mais par contre, elle a des liens avec la Société française de gériatrie et de gérontologie, laquelle a de très nombreux liens avec l'industrie du médicament, qui serait sans doute bien trop long de vous citer. D'ailleurs, je ne les connais pas tous, sans doute. Voilà. À titre personnel, même si ce n'est pas à titre personnel que je m'exprime, mais ça peut avoir un intérêt pour quand même de le savoir, j'ai d'autres conflits d'intérêt. D'abord, je suis lecteur Prescrire, ce qui ici fait un conflit d'intérêt, je pense. Membre de l'association Mieux Prescrire. Je suis également membre du conseil d'administration et du conseil scientifique de la Société française de gériatrie et de gérontologie, laquelle a de très nombreux conflits d'intérêts, je vous l'ai déjà dit. Je suis membre du conseil d'administration de la SICOP, la Société de gériatrie de l'Ouest et du Centre, et je suis organisateur du prochain congrès de cette société, qui a des soutiens de l'industrie des nouvelles technologies et aucun soutien de l'industrie du médicament. Je suis membre du conseil scientifique de ma faculté, je suis membre d'une UMR qui n'a pas de conflit d'intérêt à ma connaissance, et j'ai mené des travaux de recherche sous l'égide des ministères de la Santé, de la CDSA, des assurances maladie, de la HAS, de l'ANR, de l'HCERS, et pas de conflit d'intérêt non plus dans ces recherches avec l'industrie du médicament. Je suis enfin rédacteur en chef d'une revue, Gérontologie des sociétés, qui n'a aucun lien avec aucun industriel d'aucune sorte, mais qui est soutenu par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Voilà, je suis désolé, c'est un peu long, mais si on veut être un peu sérieux, il faut le faire. Voilà, alors j'ai essayé d'avoir la position, la doctrine du Collège national des enseignants de gériatrie par rapport à la charte. On a été entretenu avec Paul, au départ c'était un peu tu feras très très bien, je suis sûr, donc c'était pas très doctrinaire, donc du coup j'ai relancé. Alors j'ai eu quelques réponses, mais elles sont forcément un petit peu je dirais, contrastées, et ça ne constitue pas une doctrine, mais c'est intéressant de voir comment les gens répondent, quoi. Alors, je ne vais pas dire qui a répondu, parce que ça, je pense que c'est intéressant de garder un certain anonymat, mais juste pour vous donner des éléments de réponse du bureau, donc du collège. Donc l'initiative très louable, on parlait de la charte, ne pas vouloir laver plus blanc que blanc. Les industries peuvent conduire à de belles initiatives, faciliter la réalisation. Les financements institutionnels diminuent fortement. Il faut faire des choses pour garder la recherche, tout en gardant bien sûr l'indépendance de pensée. Ça, c'est une des réactions. Et l'autre réaction qui est donc l'idée qui est intéressante, et d'ailleurs qui a déjà été reprise à plusieurs reprises cet après-midi, qu'il y a l'industrie du médicament, mais il n'y a pas que l'industrie du médicament comme origine des conflits d'intérêts. Ne pas vouloir faire que de la lutte contre les labos. Il y a aussi de l'indépendance vis-à-vis du politique, des syndicats, des institutions officielles. Attention aux syndicats médicaux. Attention quand on parle, avoir une position claire vis-à-vis de cela, et savoir qu'il y a beaucoup d'organismes privés de formation qui se développent sur le fait qu'il y a moins de soutien industriel à la formation. Voilà. Ça, c'est des positions qui ont été exprimées par le Collège national
professionnels des enseignants de gériatrie. Je dirais ça ne constitue pas une doctrine, mais ça vous donne, je dirais, des éléments du débat à l'intérieur du collège. Alors, une chose importante à souligner quand même dans notre collège, c'est la réforme du 3e cycle et la manière dont on s'est emparé de la réforme du 3e cycle pour faire entrer dans notre maquette un certain nombre de choses. Alors, je vais juste reprendre les choses. Donc, dans la maquette, et c'est au journal officiel, on a connaître les bonnes pratiques dans le domaine de la recherche clinique, ce qui est un point qui, à mon avis, comporte la gestion des conflits d'intérêts. Mais dans notre référentiel de compétences, on a également savoir déclarer et gérer ces conflits d'intérêts, et ceci en phase socle et en phase de consolidation, savoir enseigner l'indépendance aux plus jeunes. On a aussi un cours qui est en cours de production qui s'appellera « Connaître les notions de conflit d'intérêts et les relations avec l'industrie » pour la phase d'approfondissement. Et on a 2 autres cours qui sont aussi en cours de production pour la phase d'approfondissement, « Connaître les différents aspects de la recherche biomédicale », ce qui bien sûr comporte des aspects de gestion des conflits d'intérêts, et connaître et rechercher connaître et utiliser à bon escient les conférences de consensus, ce qui est, à mon avis, particulièrement complexe. Donc voilà pour ce qui est je dirais des réalisations concrètes du collège, puisque ça, c'est déjà en cours de production avec des noms en face, il y a des gens qui sont responsables de la production de ces supports pédagogiques qui seront disponibles sur le site CIDES. De la réforme du 3e cycle avec ses intitulés précis. Et pour ce qui est de la maquette, elle est de toute façon tout à fait accessible en ligne, donc vous pouvez vérifier les propos que je viens de tenir. Donc, concernant la charte en général, là je vais forcément m'exprimer un peu à titre personnel, même si j'ai pu en échanger avec quelques membres du bureau. Globalement, tout le monde la trouve, tout le monde a je dirais un avis plutôt positif sur cette charte. Une des choses que je voulais souligner, c'est sa construction particulièrement logique, c'est-à-dire qu'on part d'une production scientifique de qualité. Et selon moi, c'est l'enjeu vraiment le plus important d'avoir cette idée-là, je dirais, dans la tête au départ. Alors j'ai entendu la proposition des psychiatres de voir s'il y aurait de la place pour un enseignement optionnel basé sur l'enseignement de la FACRIB. Là, je trouve ça intéressant. J'avoue que je n'ai pas sollicité le bureau des CNEJ sur cette question, donc je serai susceptible de le faire après la réunion pour savoir ce qu'en pense également le bureau. Pour le moment, ça n'était pas à l'ordre du jour. Les enseignements qui sont sur la plateforme CIDES ne durent pas, bien sûr, du tout ce type de durée large. On est sur des durées d'à peu près entre 20 minutes et 1 heure au maximum, mais plutôt on vise 20 minutes sur les enseignements qui sont disponibles. Donc il y avait 3 enseignements, ça fait au maximum 1 heure. Mais, je finirai avec l'idée que pour moi la question de la dépendance n'est pas qu'une question qui a un rapport avec l'industrie du médicament en tant que gériatre. J'ai forcément eu beaucoup à m'intéresser à cette question de la dépendance, parce qu'elle a aussi, dans notre spécialité, quelque chose d'autre à recouvrir. Albert Memmi, qui est un philosophe qui a écrit un livre qui s'appelle « La dépendance ». Et donc, si vous voulez travailler sur l'indépendance, je vous conseille de lire le livre « La dépendance ». Il définit la dépendance comme une relation contraignante, plus ou moins acceptée, avec un être, un objet, un groupe ou une institution, réelle ou idéale, et qui relève de la satisfaction d'un besoin.
Je vous invite à méditer cette définition qui me fait méditer depuis 10 ans, parce que j'ai découvert il y a 10 ans, sinon ça fait plus longtemps. En réalité, vous vous rendrez compte qu'il n'y a absolument aucun moyen de ne pas être dépendant. La dépendance fait partie de la condition humaine. Nous avons juste le choix de nos dépendances, mais pas le choix de ne pas être dépendant. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous tous. Vous avez tous un certain âge, donc vous êtes tous des personnes âgées dépendantes. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je suis extrêmement heureux de m'exprimer devant vous, parce que ça va probablement être la première fois que je m'exprime sur les conflits d'intérêts devant une assemblée qui est déjà gagnée à ma cause. Donc au moins, ça va me changer un peu. Donc, je suis professeur de médecine intensive réanimation. Alors ben voilà, là, je commence par ça bien évidemment, il n'y en a aucun autre même décaché. Alors ça me nuit beaucoup dans ma réputation, dans mon milieu, mais enfin, je vis malgré tout avec ça. Ah pardon, c'était l'autre, oui, non, je veux dire, oui, pardon, j'ai anticipé, je ne l'ai pas eu. Oui, donc, c'est un danger pour l'enseignement, pour le soin, pour la recherche, on m'a dit, je ne vais pas réinsister là, je vais y insister au fur et à mesure. La suivante, oui, je n'ai effectivement, non, des conflits d'intérêts, ah bah c'est celle-là, voilà. Donc je n'en ai donc aucun, et je disais, c'est ça qui me nuit beaucoup dans la réputation, dans mon milieu. Donc ensuite, voilà. Donc, effectivement, je suis passionné par cette formule. Je suis vraiment passionné par cette formule parce qu'en plus, elle est reprise, je l'ai vue reprise par la plume d'au moins un doyen. Donc, ce qui montre que la contamination a fait son chemin. Alors donc, souvent, beaucoup des diapos que je vous montre là sont des diapos issus de la centaine de diapos que j'ai. Enfin, aujourd'hui, je vous rassure, quand je fais un topo sur les conflits d'intérêts. Donc, la suivante, et je dis, bah, moi, je suis un expert sans aucun intérêt dans ces conditions-là, puisque je n'ai pas de bien d'intérêt, notamment avec les dispositifs médicaux. Alors, je vous prie de m'excuser, l'étude n'était pas en tout l'aveugle, c'est difficile pour le rein artificiel, mais elle avait le mérite au moins d'être randomisée, et elle fait beaucoup de peine à l'industrie. Parce qu'on montre que finalement, il faut utiliser beaucoup moins le rein artificiel que ce n'est fait. Alors, je ne dis pas ça pour me raconter que je fais des choses très intéressantes, mais pour vous dire c'est mon quotidien. C'est-à-dire que ça coûte énormément d'argent. Il y a une pression extraordinaire de l'industrie des reins artificiels à travers ces leaders d'opinion, et j'aurai le temps d'en reparler, pour obliger les cliniciens à démarrer du rein artificiel dès qu'un malade a la suffisance rénale aiguë. Donc effectivement, c'est vrai que je suis sans intérêt pour l'industrie, ça y a pas de doute. Donc, ce que j'aime souvent rappeler lorsque je fais un cours aux étudiants dans différents cycles, je vous montrerai lesquels, c'est qu'il faut remettre ça dans un contexte historique. C'est-à-dire que j'ai la chance d'enseigner l'éthique médicale dans plusieurs domaines, notamment en première année, mais je ne leur parle pas trop de ça parce qu'ils ont d'autres choses, les malheureux, à apprendre. C'est souvent les gens croient que connaître l'éthique médicale, c'est connaître Nuremberg, c'est connaître Scaggi. Je dis non, ça c'est pas connaître l'éthique médicale, ça c'est connaître l'histoire de l'éthique médicale. Si on veut s'intéresser à l'éthique médicale, il faut se dire, mais qu'est-ce qui fait que des tas de choses sont arrivées par le passé qui ne choquaient pas forcément les gens qui en étaient les témoins. Il y a beaucoup à raconter, je n'ai pas le temps, sur les expériences non éthiques dans le monde libre. Donc, ça ne choquait personne. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui, aujourd'hui, se passe qui ne choque personne? Si, heureusement, ça vous choque, mais ça ne va pas choquer ma génération. C'est quoi ce qui, dans une ou deux générations, choquera les gens et ce sera considéré comme inacceptable. Et c'est un petit peu ce que dit ce Jacquier, qui dit, en substance, que voilà, si on est juste en train de juger les horreurs du passé en disant c'était des monstres et nous, on n'a rien à voir avec ça, eh bien, on risque de passer à côté du problème, et parce qu'il faut s'intéresser à quelles étaient les motivations de gens qui se sont livrés à des choses inacceptables, et se demander si ces motivations ont disparu. Bah, elles n'ont pas toujours disparu. La volonté de pouvoir, la volonté de puissance, la volonté de l'argent, ça n'a pas disparu. Et donc, il faut réfléchir à ça dans le contexte actuel. Donc, voilà. Et donc, ça, c'est un livre que je cite très souvent parce que les petits confrères connaissent par cœur les textbooks de 1800 pages de cardiologie, de pneumologie, de médecine intensive, ma discipline.
mais il ne dit jamais rien de ce qui concerne l'éthique médicale. Et il y a aussi des textbooks en éthique médicale, et ce qui est intéressant, c'est un des textbooks les plus importants à mon avis, celui-ci, il n'y a pas moins de 3 chapitres sur les conflits d'intérêts dans ce livre-là, et les gens ne les connaissent pas assez. J'aurai le temps d'en parler, et notamment, donc finalement j'y reste. Il y a, dans les définitions, j'y reviendrai tout à l'heure à la fin, quand je parlerai de la charte des doyens, je suis stupéfait. Bon, je pense que la charte des doyens est une bonne chose à plein d'égards, mais ils sont passés totalement à côté de la plaque de ce que c'est que la définition de lien ou du conflit d'intérêt. J'y reviendrai. Ils ont inventé une définition que je ne connais pas et que je mets au défi de trouver dans les livres, vous allez voir. C'est-à-dire cette distinction entre lien et conflit d'intérêt est inopérante. Il y a 3 chapitres là-dedans pour l'expliquer. Il y a eu tout un numéro du JAMA en 2017 pour expliquer pourquoi il n'y a pas de différence entre un lien et un conflit d'intérêt. La suivante. Donc, je vais donner quelques exemples très rapides dans ma discipline. Bon, ma discipline, elle paraît un peu particulière parce qu'effectivement, bon, ça a l'air d'être l'antichambre de l'enfer. Parfois, ça l'est, mais de temps en temps, heureusement, les patients s'en sortent. Mais on dépense énormément d'argent en moyens matériels et humains, en médicaments. Donc, réduire les dépenses dans ma discipline réduirait beaucoup les dépenses de santé. Les malades qui sont en état de choc ont besoin de remplissage. L'industrie a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait pour faire qu'on remplisse les malades avec autre chose que de l'eau et du sel qui coûte 3 francs 6 sous, notamment des macromolécules hydroxyéthylamidon. Et ce qui était très intéressant, le problème est à peu près réglé, sauf qu'il y a encore un peu de résistance, mais ce qui était très intéressant, et on trouve ça très souvent lorsqu'on analyse les recommandations, et j'y reviendrai, c'est que les recommandations écrites par des gens qui ont des conflits d'intérêts favorisent le produit cher, les recommandations écrites par des gens qui n'ont pas de conflit d'intérêt ne le favorisent pas. La suivante. Et ça a été la même chose, j'avais commis un papier là-dessus, montrant que par exemple, pour le traitement des candidoses profondes, eh bien, il y avait un biais total pour les recommandations faites par 3 sociétés, alors qu'une 4e société qui avait des recommandations écrites par des gens qui n'avaient pas de lien d'intérêt, recommandait éventuellement un médicament, l'amphotéricine ou peu importe, qui est voué aux gémonies par tous les suppôts de l'industrie. La suivante. Alors, je vous donner quelques exemples. Je les prendrai essentiellement dans ma discipline, car il n'y a que dans ma discipline qu'il y a des liens et des conflits d'intérêts et des gens qui ne se conduisent pas bien. Je ne veux pas qu'on dise que j'étudie mal les autres disciplines. Alors, dans ma discipline, effectivement, je vous parlais du problème de quand on est devant un patient qui a besoin d'un remplissage vasculaire, l'industrie essaye d'expliquer que l'albumine coûte une fortune, 300 € grosso modo par traitement, par malade ou plus par jour. Eh bien, c'est beaucoup mieux que l'eau et le sel. Alors, on a abouti à ce genre de situation. Et ça, c'est l'intérêt de la transparence qui se développe, c'est-à-dire quelles sont les réactions, quelles sont les contre-mesures à l'opacité de certaines recherches. Quand on regarde sur les sites publics, on voit sur Clinical Trials qu'une étude a été faite, donc elle a été soumise en 2006, et puis finalement, elle est terminée en 2011. Elle est soutenue par une industrie, le laboratoire de fractionnement des biotechnologies, dont la devise est, je vous le donne en mille, l'engagement éthique. Vous allez voir. Et elle a un coordinateur. Comme j'ai laissé le PDF et pas le PowerPoint, ça sera à vous d'aller le trouver, mais vous ne pourrez pas le faire juste en envoyant la petite barre que j'ai fait là. Donc, la suivante. Et ce coordinateur a présenté cette étude en 2011 dans un congrès. L'étude, elle est négative, donc elle ne va pas dans le bon sens pour l'industrie. Aucune différence entre remplir un malade qui est en choc infectieux avec de l'albumine ou avec de l'eau et du sel. Aucune différence. Ça n'a jamais été publié. Lorsque je l'ai fait remarquer à quelqu'un qui en était l'auteur dans une séance, dans un des congrès de ma société, ça s'est extrêmement mal passé. Et donc, à ce propos-là, je veux dire, je ne suis pas brestois, mais je commence à avoir une certaine expérience de la navigation solitaire. Et donc, effectivement, c'est totalement non éthique de ne pas publier une connaissance, parce que d'abord, ce n'est pas scientifique, elle doit être documentée, elle doit être publiée, et puis parce que c'est de l'irrespect pour l'altruisme des patients ou de leur famille, parce que souvent en réanimation, c'est les familles qui consentent pour le patient, il y a une démarche altruiste. Donc s'ils ont compris ce qu'on leur a expliqué, ils savent qu'on fait de la recherche et que ce qu'on est en train de faire n'est pas directement utile aux soins du malade, on n'en a pas la certitude. La suivante. Alors donc, effectivement, cette base transparence santé, c'est une merveille, parce qu'on y apprend que le même célèbre réanimateur, qui n'a pas publié son étude, probablement parce que LFB ne voulait pas qu'il la publie, continue, c'est peut-être même pour ça qu'il continue, d'être rémunéré par LFB. La suivante, je vous donne un autre réanimateur français qui, effectivement, en un jour, a touché 25 000 € de service. Ce réanimateur faisait partie, comme beaucoup d'entre eux,
de ceux qui ont fait une standing ovation qui était plus que méritée à Irène Frachon quand elle est venue faire un topo à notre société, ce qui m'a fait dire que c'était l'hommage que le vice rendait à la vertu. La suivante, et alors si le cardiologue, il y en a certains qui l'ont déjà identifié, mais je ne le dirai pas, ben, le cardiologue en question, vous voyez, c'est pas mal, puisqu'il fait 26 000 et quelques euros quasiment en un jour ou en 2 mois. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'on admet que j'ai écrit au doyen de cette fac-là, que je ne dirai pas laquelle c'est, en disant est-ce que vous êtes sûr, car j'ai fait le compte, il avait 47 000 euros d'avantage en un an. J'ai dit est-ce que vous êtes sûr qu'il a besoin d'un salaire de PU? Je n'ai pas eu de réponse. Alors, effectivement, une fois qu'on a dit ça, on peut être dans la délectation morose, c'est pas exactement mon style de voter, et il faut voir que le système commence à se rendre compte de ses propres défauts, et il y a eu notamment une conférence de différents scientifiques, c'était pas seulement des médecins, il y avait des physiciens, il y avait un peu de tout, qui a été rapporté dans le Lancet par son éditeur, Richard Horton, et qui a souligné une chose qui est très 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 importante et qui est malheureusement vraie, pas pour la médecine en tout cas, indépendamment des conflits d'intérêts, mais en grand lien quand même avec eux, c'est que la plupart des choses qui sont publiées sont fausses. Je ne vais pas le dire devant les gens de Prescrire, je crois qu'ils l'avaient remarqué bien avant moi. Hein. Et ce qu'ils disent finalement, c'est que la bonne nouvelle, c'est que tout le monde s'en rend compte. La mauvaise nouvelle, c'est ceux qui auraient le pouvoir de faire quelque chose disent que c'est grosso modo à quelqu'un d'autre de le faire. Bon, donc il y a encore un peu de ménage à faire, mais c'est peut-être en train de se faire. Et je pense sincèrement que ça commence à se faire. La suivante. Alors effectivement, très vite, puisque je parle à titre individuel, mais je pense que ce que je raconte là pourrait être fait par d'autres, et j'espère que d'autres le font ou le feront. Bah, j'enseigne effectivement l'éthique de la recherche. En particulier, je focalise, non pas en première année, où là, effectivement, je pense que ce serait trop tôt pour leur expliquer ça, mais dans tous les autres enseignements, donc je me focalise sur l'enseignement, le problème des conflits d'intérêts, et comme effectivement, je ne suis plus dans les instances de ma faculté, mais j'y ai encore pas mal d'entrées, eh bien, je discute régulièrement pour renforcer l'information sur les conflits d'intérêts. Je l'ai fait pas plus tard qu'avant-hier devant le conseil pédagogique de mon UFR. Je crois que c'est capital. La suivante. Et puis j'essaye d'intervenir dans un certain nombre de DIU qui sont destinés à des médecins ou à des techniciens qui s'intéressent à la recherche. Et puis effectivement, dans ma propre spécialité, alors effectivement, je ne suis pas surpris, j'en suis déçu, mais je ne suis pas surpris que ma collégiale qui a été contactée comme les autres n'ait pas répondu. Oui, elle est bourrée de conflits d'intérêts. Elle est bourrée de conflits d'intérêts comme toutes les collégiales de spécialité. C'est attristant, on pourra en reparler. Donc en tout cas, dans ce DES, on me confie quand même... ah oui, j'ai sauté, je vous prie de m'excuser, dans mon UFR, si on peut revenir, la chose qui me paraît la plus importante, c'est qu'il m'a été confié un séminaire de 2 heures d'enseignement uniquement dévolu aux conflits d'intérêts pour les... C'est bon. Pour les D2. Donc c'est quand même important, il y a un embryon politique, voilà, on va dire. Hors de mon UFR, pour un certain nombre de choses, aussi bien dans ma discipline que dans différentes autres choses, la suivante. Et effectivement, j'essaye de... quand j'étais responsable de la commission d'éthique de ma discipline, on a fait un papier qui, à mon avis, était trop timide sur les conflits d'intérêts, mais il n'y a rien début. Idem un symposium qu'on a pu faire lors d'un des congrès. J'essaye de faire inviter actuellement, je me bagarre un petit peu avec le conseil scientifique, mais je pense que, et mon président, mais je pense que je vais y arriver à faire inviter John Ioannidis, il y a un certain nombre de gens qui doivent le connaître ici, qui est quand même quelqu'un qui a des points de vue extraordinairement décadents sur la question. Je me sens un peu solitaire, comme je vous disais de temps en temps, dans certaines présentations, enfin c'est pas très grave. Par contre, soyons très clairs. Je le dis, et tant pis si jamais on le lui répète, il le sait, il l'a déjà dit, c'est une catastrophe à l'assistance publique. Il y a d'un côté ce qu'on affiche, de l'autre côté ce qui se fait. J'ai écrit au directeur général pour lui parler des conflits d'intérêts dramatiques et non déclarés pour les recommandations officielles de l'assistance publique sur la prise en charge des infections fongiques. Il n'y a jamais eu ni réponse ni modification de la recommandation qui reste inchangée et sans déclaration des liens d'intérêt, alors qu'ils sont bourrés de liens d'intérêt, ceux qui l'ont écrit. La suivante, et puis la suivante, c'est juste pour vous dire que bien sûr, je réponds le plus que je peux, la suivante, la bonne parole. Ensuite, et donc je conclus sur cette charte, effectivement, par laquelle j'avais commencé. Oui, il y a un cinquantenaire de quelque chose que j'aime bien, même si j'aime pas trop les commémorations. Pour moi,
Elle a un très bon côté, c'est qu'elle existe. Elle a un côté un peu moins bon, c'est que c'est un peu l'invention de l'eau tiède. C'est-à-dire qu'il faut quand même en faire sacrément bien l'exégèse pour comprendre qu'il est hors de question qu'un visiteur médical rentre dans un service, qu'il est hors de question qu'il y ait un cours fait par un labo dans un service, et qu'il est hors de question qu'il y ait un buffet avant ou après. En filigrane, c'est écrit, mais c'est pas écrit comme tel. Et puis surtout, il faudrait l'améliorer à plusieurs exemples, à plusieurs traits. Ah oui, j'ai envie de vous dire aussi, ça fait largement plus de 20 ans que les marchands du temple ont été chassés de l'antichambre de mon service. Donc il n'y a pas de visiteurs médicaux, il n'y a pas de topo fait par les labos. Donc, elle aurait dû, cette charte, proposer un résumé qu'il soit obligatoire d'afficher partout. Elle ne l'a pas fait. Elle n'est donc pas appliquée dans les services, elles ne sont pas assez explicites. Et puis surtout, elle manifeste une incompréhension totale, à mon avis, du problème, puisque je lis un lien avec une situation où des partenaires ont un intérêt commun, en l'occurrence dans le domaine du développement des solutions de santé. Je mets au défi qui que ce soit de trouver cette définition dans la littérature éthique. Et sans un tel lien, aucun partenariat ne serait possible. Je ne sais pas lequel partenariat. Le lien signifie qu'il y a un intérêt mutuel à agir ensemble fondé sur un projet scientifique et intellectuel. Je mets au défi qu'on montre un seul lien qui est servi à trouver un médicament. Est-ce que c'est parce que les cardiologues disent qu'il faut prescrire tel antiagrément plaquettaire, c'est eux qui l'ont inventé? Ben non, c'est pas eux. Il n'y a pas besoin d'eux pour l'inventer, il y a besoin d'eux pour le vendre, effectivement. Et ils disent un lien d'intérêt est donc non seulement légitime, ah bon, mais souhaitable, ah bon. Pour les progrès en santé, il est impératif de bien distinguer cette notion de celle de conflit d'intérêt. Or, les 3 chapitres dont je vous ai parlé, plus tout un article dans le JAMA, disent il n'y a pas de différence entre lien et conflit d'intérêt. Pourquoi? Parce que c'est une potentialité. Et que vouloir faire cette différence veut dire que c'est uniquement quand on a la preuve que le second intérêt, donc financier, a influencé le premier, c'est seulement quand on aurait cette preuve-là que le problème existerait. Je n'ai pas besoin d'avoir la preuve. La potentialité existe, et c'est à moi, en tant qu'écoutant ce qu'on est en train de me dire, de savoir qu'elle existe. Et cette distinction-là est aberrante. Je m'en suis ouvert auprès de Bruno Rioux, on est des bons copains, mais on ne s'est pas entendu là-dessus. Mais je redis bien, tous les traités d'éthique disent exactement l'inverse de ça. Donc, camarades, un petit effort encore à faire, et je crois que j'ai fini. Je vous remercie. Juste interpeller le professeur Bernard par rapport à deux, trois remarques sur le nombre d'heures. Alors moi je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que le nombre d'heures n'est pas vraiment un intérêt. C'est un intérêt parce que ça marque une volonté politique de s'attaquer au problème. Lorsque on propose nous 12 heures, ça montre une certaine volonté de s'attaquer à ce problème-là. Actuellement, et ça ne va pas changer à la nouvelle maquette, le nombre d'heures qui est consacré à l'analyse critique de la promotion pharmaceutique, il est très très faible. Donc, dire que ça n'a pas d'intérêt de parler de nombre d'heures, je ne suis pas complètement d'accord. L'autre chose, c'est que, effectivement, en tant que président du CNGE, dont je fais partie, dire qu'effectivement, on ne peut pas interdire aux maîtres de stage ou aux internes de recevoir la visite médicale. D'ailleurs, ça n'a pas de sens, c'est pas l'intérêt. Par contre, on peut proposer des formations d'FMC avec le CNGE pour les maîtres de stage ou pour les enseignants pour qu'ils se forment à l'indépendance. Et on peut aussi proposer dans les maquettes de DES justement qu'elles soient modifiées pour qu'il y ait une formation à l'analyse critique qui soit obligatoire et non plus optionnelle. Merci. On a le droit de ne pas être complètement d'accord sur tout. Alors, deux choses. Sur le nombre d'heures, je suis effectivement en 3e cycle, pas du tout favorable au nombre d'heures, parce qu'à ce moment-là, il faudrait quantifier le nombre d'heures pour chaque domaine. Et qu'on arrive très rapidement pour la médecine générale à un nombre d'heures parfaitement incompatible avec le DES. Donc, en fait, c'est pas sur l'indépendance que je suis contre le nombre d'heures, je suis contre le nombre d'heures thématisé pour tout. Parce que, juste, compte tenu du champ de la discipline, c'est infaisable. Donc, je renvoie à récemment, pour la réforme du 3e cycle, juste une petite anecdote. On s'est opposé, on continue à s'opposer, à l'émergence de ce qui s'est intitulé les enseignements transversaux universels, les ETU. Alors, on débarquait des ETU qui devaient concerner tous les DES. Et alors, on a vu que chacun voulait faire son ETU, et que la faculté finissait, je parle de la faculté au sens large,
finissait par... donc on en était à 28 ETU. Et puis quand même, on a raisonné, on s'est dit, allez, 18 ETU. Donc 18 ETU de plusieurs heures. Donc une espèce d'empilement de strates non coordonnées qui est vide de sens. Ça paraît beaucoup plus intéressant dans ce domaine, qui est un domaine qui est transversal. À la fois transversal, c'est-à-dire qu'il concerne tout ce qu'on va faire, et longitudinal, c'est-à-dire qu'il va s'imposer tout au long du DES, de ne pas s'attacher à faire, et je ne stigmatise évidemment personne, mais pour nous, il est complètement absurde de faire un cours sur la plateforme CIDES, là-dessus, parce que ça ne servira à rien. Et que, de la même manière, on peut consacrer 2 heures, 4 heures, je veux dire, les étudiants de deuxième cycle, ils consacrent une dizaine d'heures, et tous les étudiants en médecine, ils ont eu des heures, et sur le Zollinger-Ellison, et sur l'insuffisance aortique, et puis sur le cycle de Krebs, et puis etc. Mais qu'est-ce qu'il en reste? L'enjeu, c'est de savoir, dans la pratique, de réfléchir sur sa pratique, et de faire en sorte d'imposer dans le modèle pédagogique que les étudiants réfléchissent sur quelles sont les problématiques éthiques, déontologiques qui se posent en situation, et d'y réfléchir, d'y retravailler en groupe d'échange à la faculté, d'élaborer des travaux là-dessus, et c'est comme ça, en sciences de l'éducation d'ailleurs, c'est quand même assez bien démontré, qu'on peut formaliser des apprentissages qui soient solides et pérennes. Donc c'est pas en multipliant les heures de cours. Sur le... après, voilà, on peut rester pas complètement d'accord. Ensuite, je me souviens plus bien, parce que sur le deuxième point... La FMC pour les enseignants et pour les maîtres de stage. Oui, alors c'est très intéressant comme suggestion. Écoute, je te demande de contacter le secteur CNGE Formation pour réfléchir et travailler là-dessus, mais pourquoi pas. Le problème de la... comment dire, on est quand même très mobilisé, le CNGE est très mobilisé sur la formation à la pédagogie, historiquement et pratiquement. Donc c'est le grand champ. Donc il y a énormément de travail, et je le disais tout à l'heure, il y a 9000 maîtres de stage en France, et il y a les maîtres de stage hospitaliers qui conviendraient, si on voulait faire bien les choses, de les former aussi, parce qu'ils ne sont pas du tout formés à la pédagogie. Et par définition, et je parle en tant qu'universitaire, un universitaire de base pense qu'il sait tout sur tout parce qu'il est universitaire. Donc c'est très compliqué de instaurer des pratiques qui visent à ce que tous les universitaires réfléchissent notamment à leur mission en termes de pédagogie. Mais moi je suis complètement ouvert, c'est pas moi qui dirige cette formation, mais je suis complètement ouvert à accompagner à mettre un focus pour l'enseignement des formateurs. Je disais tout à l'heure dans la diapositive qu'on n'y arriverait pas si justement on ne formait pas les formateurs à ça. Donc sur le fond comme en pratique, je suis complètement d'accord. Bonjour. Pour aller un peu plus loin que la formation initiale, j'ai une question. Vous avez évoqué l'engagement des professionnels à avoir une démarche déontologique et qui pourrait adopter une mise à niveau dans leurs connaissances et leurs compétences de manière éthique et indépendante. Le gouvernement est actuellement en discussion avec les syndicats et les structures jeunes sur la certification des médecins, sur la recertification aussi. Est-ce que vous pensez que le principe d'indépendance puisse être intégré dans cette certification des médecins et comment? Pour reformuler un peu, quelle place pourrait avoir l'indépendance dans la formation continue, dans le développement professionnel continu des médecins? Et au-delà du constat, surtout quelles solutions? Parce qu'on sait bien aujourd'hui que les firmes pharmaceutiques sont les principaux financeurs des congrès et séminaires de formation. Qui est censé répondre à la question? À qui tu adresses la question? Juste pour... c'était le professeur en charge du collège de médecine générale qui avait abordé ce sujet-là. Donc c'est encore moi. Je ne voudrais pas vous utiliser la parole. Donc il est effectivement, le CNGE s'est lancé dans une logique de certification des compétences depuis des années, puisque je rappelle que avant le premier congrès, les dernières rencontres nationales qui avaient lieu à la Sorbonne en 99, avaient ça, donc ça ne rajeunit pas,
Je suis suffisamment vieux, mais suffisamment pas trop pour n'y avoir pas été à ce moment-là. Donc c'est vrai que si on se lance, la caractéristique pour la médecine en France, c'est qu'on n'a jamais été dans une logique de certification, mais on était dans une logique, entre guillemets, pour prendre cette logique, de diplomation. C'est-à-dire qu'on donne un diplôme qui ne s'appuie pas sur les compétences à exercer le métier, et on dit ça vous permet de vous donner la qualification, et vous avez la qualification à vie. Ce modèle est remis en cause aujourd'hui parce que, d'une part, il ne correspond pas à l'attente sociétale, et d'autre part, parce qu'on a quand même plein d'exemples étrangers où le permis d'exercer, par exemple, le permis de prescrire des médicaments à vie, alors que la pharmacopée va avoir rien à voir en 10 ans, et pose quand même un peu question. Donc évidemment, si on va dans la logique de la certification, ça pose le problème de la recertification, mais si, comme les tutelles posent actuellement le problème de la recertification, ça nous impose la certification. Alors après, la question est, comment faire entrer l'indépendance dans on va dire, une logique de recertification qui a beaucoup à voir effectivement avec, on va dire, l'attestation du développement professionnel continu. Qu'un mot, en ce moment, le développement professionnel continu pourrait être un excellent outil. Actuellement, il ne l'est pas, parce que, pour des tas de raisons, juste parce qu'en ce moment, sous prétexte que c'est un domaine ouvert à la concurrence et donc soumis à l'injonction européenne d'ouvrir la logique de la formation à tout le secteur marchand, tous les opérateurs, on va dire, industriels se sont engouffrés et ont la possibilité de faire du DPC. Et donc on voit fleurir n'importe quoi dans le champ du DPC. Donc il y a une espèce de saupoudrage et d'inutilité de l'argent, des dizaines de millions consacrés au DPC, je ne parle que pour les médecins actuellement. Et donc une logique institutionnelle voudrait qu'il y ait, si on estime qu'il y a des grands champs extrêmement importants, et l'indépendance peut en faire partie, dans des domaines médicaux peu identifiés, la lutte contre l'antibiorésistance, la surprescription des psychotropes, etc. Mais la tutelle aurait légitimité à instaurer des champs dans lesquels, auxquels serait consacrée la plupart du budget, et où il y aurait, dans une logique de recertification, par exemple à 5 ans, obligation pour la recertification de passer dans des formations présentielles, et non pas quand on est derrière son clavier à tapoter un petit peu, parce que ça c'est dans la littérature sur la formation médicale continue, et ça n'a jamais prouvé son efficacité. Ce qui a prouvé son efficacité en termes d'impact, c'est les formations présentielles de durée suffisamment longue, supérieure à une journée. Et bien, à ce moment-là, il serait légitime d'instaurer des grands champs où, dans la logique de recertification à 5 ans, il pourrait y avoir des formations auxquelles les médecins auraient dû participer pour obtenir cette recertification. Mais là, on est dans un champ très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'intérêts financiers dans le DPC, et puis on est dans un champ très compliqué parce que ça imposerait une volonté politique extrêmement forte, ce qui dans le champ du DPC n'est pas le cas depuis 15 ans, depuis que la formation professionnelle conventionnelle a été transformée en DPC, où il y a une sorte d'ingouvernabilité du système qui est liée au fait que le système était mal mené et qu'on n'a rien fait contre cette injonction européenne, cette présupposée injonction européenne d'ouvrir le marché à tous les opérateurs commerciaux. Encore une petite question, toujours à Vincent Renard, je suis désolé. Je vais revenir sur le rôle du modèle du maître de stage des universités. Prenons de tout enseignant, oui. Prenons un MSU qui pense bien faire, il ne reçoit pas la visite médicale, il a son interne là, qui est là, et puis il veut par exemple l'encourager à aller à un congrès du CNGE ou du collège de la médecine générale, du CNGE, et du CNGE. Et l'interne risque d'être exposé à des partenaires industriels. Alors il se dit, je vais lui montrer que, par exemple, faire de l'investigation clinique, c'est intéressant. Donc il va l'associer à l'inclusion d'un patient d'une étude promue par le CNGE, par de nouveau un partenaire industriel. C'est compliqué d'échapper, même quand on essaie d'être un bon MSU. Alors, c'est très compliqué d'être un bon MSU, mais c'est pas. Mais d'une part, il n'y a pas.
La partition n'est pas dichotomique entre les bons d'un côté et les mauvais. C'est comme le développement professionnel continu, c'est un effort permanent. Alors, donc je ne doute pas que ce bon MSU pourrait expliquer à cet interne qu'au congrès du CNGE, par exemple, il n'y a aucun symposium de l'industrie, et le CNGE a des difficultés financières pour organiser ces congrès, parce que les congrès gagnent beaucoup d'argent et gagnent le principal de leur argent en organisant des symposiums, c'est-à-dire que c'est l'industrie qui va donner du contenu, ce qui est formellement interdit, et c'est le seul congrès de cette taille où les symposiums sont strictement interdits, et tous les contenus sont validés par le conseil scientifique indépendant, et il n'y a aucun contenu industriel qui est présenté au congrès du CNGE. Donc déjà, ce serait le MSU, il pourrait déjà dire ça. Et puis, il pourrait dire aussi, alors je ne sais pas à quelle étude tu fais allusion, pardon alors, pour l'étude CAPA, qui est c'est une étude sur les pneumopathies ambulatoires, qui est effectivement où le CNGE a noué un partenariat avec un industriel du médicament sur le sujet. Alors le CNGE, tu pourrais expliquer à ton interne, n'a aucun doute sur le fait que le partenariat avec un industriel, même si ce n'est pas le CNGE Collège Académique qui l'a noué, parce que le MSU il appartient au CNGE Collège Académique, et le CNGE Collège Académique, il pourrait lui expliquer, s'il vient aux instances, que c'est une association totalement indépendante qui ne vit que de la cotisation de ses adhérents. En revanche, il y a d'autres structures qui peuvent partenarier avec des financeurs institutionnels ou industriels, parce que les financements, notamment, si on veut faire des études en soins premiers, les financements industriels, les financements institutionnels, c'est extrêmement compliqué. Alors, ça implique deux choses. De déterminer des règles claires, transparentes, explicites et parfaitement lisibles, et notamment de pouvoir se référer à ce qui est écrit sur la littérature sur les conflits d'intérêts. Et qu'est-ce qui est écrit notamment? Quels sont les dangers principaux des conflits d'intérêts? C'est que l'industriel détermine le contenu de la recherche, c'est que l'industriel soit dans le monde de pilotage, c'est que l'industriel ait un lien direct avec les investigateurs ou avec les... Voilà. Toutes ces problématiques-là ont été pesées, et notamment ces trois points principaux ne sont jamais, c'est jamais le cas dans les études menées par des universitaires de type général pilotées au plan national. Donc il n'y a jamais de lien entre le laboratoire éventuel de partenaires, les investigateurs, etc. Il n'y a aucun lien. Il y a des structures d'interface qui fait qu'il ne connaît pas. C'est transparent, donc on sait par qui c'est financé. L'industriel, c'est pas lui qui a fixé l'étude, qui n'est pas dans le comité de pilotage. Et par ailleurs, je rappelle que toutes ces études-là n'ont jamais l'ambition, le but de promouvoir un médicament ou un produit de santé. Je rappelle que pour cette étude-là, c'était un enjeu extrêmement important sur lequel il n'y a eu aucune possibilité de financement institutionnel. C'est que les pneumopathies, les recommandations sur les pneumopathies fonctionnent à partir de données hospitalières, que les pneumopathies en ambulatoire ne répondent pas ni à la même épidémiologie, ni forcément au même germe, et que les procédures, notamment c'est cette étude qui est en cours de publication, qui montre que la radiopoumon n'est pas forcément indispensable, et qu'il y a un certain nombre de procédures coûteuses qui ne sont pas forcément indispensables à mettre en jeu pour les pneumopathies sans critères de gravité en ambulatoire. Si on ne peut pas mener ces études-là, eh bien, on peut estimer aussi que c'est une perte de chance pour les patients comme pour les professionnels. Donc après, c'est une négociation éthique. Il faut avoir des principes et puis il faut être capable de les discuter. C'est ce que j'essaie de faire, même si ce n'est pas tout à fait le sujet là. Mais tout est critiquable, mais on essaie de faire en mieux. On va prendre encore deux questions rapides. Anne et puis je suis désolé. Oui, Anne Rasmussen, professeure en SHS à la faculté de médecine de Strasbourg et vice-présidente du Collège des humanités médicales. C'était juste une petite remarque brève, plus qu'une vraiment une question.
c'était pour me réjouir de la présence des collèges, de plusieurs collèges et des représentations collectives donc de disciplines, SHS certes, mais la psychiatrie indirectement, la gérontologie, médecine générale. Professeur Dreyfus étant peut-être davantage là en franc-tireur qu'en représentation collective, mais c'était justement pour souligner que c'était précisément les disciplines avec lesquelles nous avons eu depuis, peut-être depuis plus longtemps que mon collègue Nils l'a dit, puisque finalement ça fait quand même un moment que les SHS travaillent dans le contexte médical, sont les 3 disciplines avec lesquelles nous avons tissé des liens historiques et nous avons travaillé à Strasbourg, mais bien au-delà, disons collectivement en SHS, dans les universités où les SHS sont le plus implantés, notamment avec des cours et des formations en hybridation avec un médecin, un référent médical et quelqu'un des SHS. Et il se trouve que ce sont aussi des disciplines où il y a un retour sur la question de l'indépendance. Donc ma question, qui n'en est pas une, mais qui s'adresse plutôt peut-être à Paul, c'est aussi de savoir comment tisser des liens avec les autres aussi, et poursuivre ça, parce que du côté des SHS, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas résolu dans la durée. Je n'ai pas encore trouvé non plus de contact, mais on y travaille, et j'espère que cette journée-là, comme elle est filmée justement, va être diffusée après, et on va donner envie peut-être à d'autres collèges de se mettre dans la boucle. Merci beaucoup. Une question pour le professeur Dreyfus pour sa présentation par rapport à la recherche clinique appliquée notamment et la notion de distinguo ou de non-distinction entre le lien et le conflit d'intérêt. Donc quand vous voulez évaluer l'efficacité d'une molécule développée par l'industrie pharmaceutique, donc vous considérez que c'est seulement à l'industrie pharmaceutique de développer une recherche, de prendre l'objet d'expérimenter auprès de patients. En fait, c'est pas que je me l'accroche, on est obligé de développer un moment un lien avec l'industrie, pour pouvoir, ou non, je ne sais pas, c'est un peu la question, pour développer, ou en tout cas évaluer l'efficacité de nouvelles thérapeutiques, ou alors vous considérez qu'on peut évaluer que des choses qui seraient issues de la recherche publique. Non, je crois pas. Enfin, merci, je pense avoir fait un flop, merci de me poser une question. Non, je dirais, je crois que je n'ai vraiment pas dit ça, et que rien dans ce que j'ai dit pouvait laisser penser ça, et que, bon, je ne vais pas vous faire un cours sur les liens d'intérêt, je vous aurais intérêt effectivement à lire des choses là-dessus, parce que vous comprendriez mieux ce que je voulais dire, mais je vais vous le dire, c'est-à-dire que la question qui se pose, c'est que beaucoup d'études sont faites effectivement par des gens qui ont par ailleurs une rémunération par l'industrie. Donc ils ont un lien d'intérêt avec effectivement l'industriel qui produit le produit. Et je peux vous démontrer à partir d'études, et notamment qui a été publiée dans Prescrire, et dont j'ai une opinion radicalement différente, que l'industrie est suffisamment intelligente pour savoir qu'elle n'a plus besoin de posséder les données, qu'elle n'a plus besoin d'obliger les gens à rédiger. Les gens ont tellement inconsciemment intégré l'intérêt commun qu'ils ont avec l'industrie qu'ils écrivent ce qui va aller dans le sens de l'intérêt de l'industrie, alors qu'elle ne leur a même plus demandé, elle a juste besoin de les payer un petit peu, puis de leur faire des symposiums. Donc, effectivement, ce que je dis là, et que vous pourrez lire si vous vous intéressez à la littérature scientifique là-dessus, c'est qu'effectivement, et on est loin d'y arriver, mais on y arrivera, effectivement, il n'y a rien de choquant en soi à ce qu'un médecin académique ou non soit payé par l'industrie, ça le regarde. Mais par contre, il faudrait effectivement que les études qui sont faites sur le produit en question, nouveau, soient faites par des gens qui n'ont, eux, pour le coup, aucun lien avec l'industrie. Je vous rappelle qu'il existe notamment un PHRC pour ça. Alors effectivement, on touche le nœud du problème, qui est le nerf de la guerre. Il n'y a pas assez d'argent, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent au PHRC pour tester effectivement les nouvelles molécules. Je dis simplement que tant qu'on se retrouvera dans une situation telle que, par exemple, le DSM-4, dont 95% des rédacteurs avaient des liens d'intérêt avec l'industrie, il va être compliqué de faire une recherche indépendante. Donc une recherche sans lien avec l'industrie, c'est une recherche dans laquelle l'investigateur, effectivement, n'a aucun lien avec l'industrie. Mais comme vous l'avez dit, le lien n'est pas forcément financier, puisque le lien est aussi un lien avec la publication. Non, mais
pour être très clair, si on parle des accidents de voiture en disant « Ah non, attendez, vous parlez il y a des accidents d'avion », on est d'accord. Le conflit d'intérêts académique est une chose d'une complexité inouïe, beaucoup plus complexe à réguler, effectivement, que le conflit d'intérêts financier. Parce que là, il fait intervenir des trucs sur lesquels on a des difficultés énormes à avoir des preuves matérielles. Comment prouver qu'un reviewer a fait exprès de faire traîner 6 mois un papier pour avoir le temps de faire à peu près la même chose? C'est très compliqué. Donc le conflit d'intérêts académique, il existe, c'est une véritable catastrophe, mais je veux dire que, bon, je n'ai pas encore les solutions. Le conflit d'intérêts financier, il est beaucoup plus simple à régler. Je veux dire que vous venez de mettre le doigt sur quelque chose, l'industrie pharmaceutique, effectivement, décide de qui va être le Key Opinion Leader. Elle vient voir quelqu'un de brillant, de jeune, qui parle bien, qui est dans des instances, elle lui dit « Mon petit gars, désormais, tu vas avoir toutes les molécules qui sortent de chez moi et tu vas pouvoir les étudier. » C'est comme ça que ça se passe. Et c'est là que se trouve le problème. Et effectivement, la seule réponse, elle ne vient pas d'une moralisation de l'industriel, il n'y a pas être moral ou pas moral, il est dans son rôle, elle viendrait effectivement d'une prise de pouvoir des pouvoirs publics qui dirait que désormais, eh bien, non, on se débrouille pour trouver des gens qui soient des spécialistes dans leur domaine. Moi, je veux dire que l'étude que je vous ai montrée là, ce n'était pas moi à voir, je vous l'ai montrée, c'est juste pour vous dire qu'on peut la faire, cette étude, sans financement par l'industrie. Toutes les autres études, comme par hasard, là, sur le même sujet, ont été financées par l'industrie et trouvent quelque chose qui dit qu'il faut surtout faire beaucoup de reins artificiels. Donc c'est faisable de le faire sans. Simplement, il faudrait 2 choses. Un, que les pouvoirs publics exigent ce genre de choses avant de donner une AMM, de DG au moins une étude faite par des gens qui n'ont aucun lien. Et 2, que les pouvoirs publics paient correctement leurs experts. Moi, je suis expert pour la NSM, ça fait partie de mes bonnes œuvres. Merci à tous et à